Salut à toi investisseur, bienvenue sur le podcast. Je crois qu'on est mercredi matin, on est le 24, il est 8h51, putain je suis encore en retard. Partir à 9h de chez soi pour aller bosser c'est vraiment pas top. Alors je précise, je me suis levé à 7h, mais j'ai un petit, il faut que je m'en occupe le matin, sa grand-mère vient le chercher pour la nounou, donc si je suis en retard je pourrais faire mieux, mais voilà, quand t'as un fils c'est pas pareil. Du coup le podcast de ce matin, je voulais faire un petit interlude sur tout ce qui est différence investisseurs marchands de biens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent je veux être marchand, c'est de l'argent facile. Tu veux être marchand mon petit coco c'est bien, mais sache que marchand ça se fait pas comme ça. Marchand, il faut du relationnel, il faut calculer ses risques, il faut avoir un peu de blé ou le réseau pour se le procurer en fait. Un des trucs qui est fondamental en marchand, mais tu le sais, là je enfonce une porte ouverte, c'est que tu dois revendre en fait. Et quand tu revends en marchand, t'es pressé parce que tu veux revoir ton cash en fait. Donc les opérations, tu recherches pas du tout la même chose que les investisseurs. Si tu as été investisseur, ce que je recommande forcément pour avoir été marchand, c'est pas que tu peux être marchand en faisant autre chose que de l'investissement, mais c'est quand même pas trop mal parce que quand tu es investisseur, tu peux si tu as une opération que tu n'arrives pas à boucler, que tu n'arrives pas à revendre, tu peux te la racheter en investisseur, tu retrouves ton cash, tu repars sur autre chose. Bref. Un des trucs sur lequel je suis en train de me pencher en ce moment, c'est la stratégie du marchand en fait. Je commence avec pas beaucoup de capital, donc comment je vais commencer? Qu'est-ce que je vais prendre comme OP? Est-ce que je vais faire des découpes? Où est-ce que je peux faire des découpes? Là où j'allais en investisseur, je pouvais faire des immeubles, mais le prix était celui des investisseurs, et faire des découpes, quand tu es marchand et que tu fais des découpes, tu négocies des mètres carrés en fait, tu achètes du volume. C'est une des lois du commerce. Et le marché fait que dans beaucoup de villes, notamment les grosses villes, parfois aussi les villes de taille moyenne, moins les plus petites villes, ce que j'appelle les villes satellites qui sont autour, souvent tu as un marché, tu as des investisseurs qui sont prêts à te passer devant en fait. Et des fois tu as le vendeur en fait qui tout simplement n'a pas envie, qui n'est pas forcément pressé, qui est lui-même investisseur, qui a de l'argent et qui veut tout simplement revendre pour dégager du gras quoi. Donc c'est compliqué d'aller dans des grandes villes, dans des villes où le marché fait que tu as les investisseurs qui peuvent te passer devant. Après dans les grandes villes aussi, il y a un autre truc, c'est que des immeubles, je pense par exemple à Paris, je pense par exemple à Lyon, ça peut se faire marchand, mais tu commences pas dans des villes comme ça quoi, parce que les immeubles ont un prix, tu tapes le million, mais le million c'est l'apport en fait, t'es plutôt aux alentours de 5-6 millions des fois, donc clairement voilà, tu commences pas comme ça. Quand tu es marchand, tu commences, il y a clairement un problème de stratégie. Donc il faut commencer par des petits biens. Alors c'est toujours pareil, c'est le plus dur à commencer. Quand tu fais du petit marchand, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des divisions, des petites divisions. C'est pas simple à trouver, ça c'est clair. Tu peux tomber sur des biens à problème. Là par exemple une maison sur laquelle je suis en train de bosser, c'est une maison qui a un problème de fendard. Donc le fendard, techniquement, un fendard qui fait plus de 20 cm de long et 2 cm de large, il peut être considéré comme dangereux. Donc il faut faire attention. Pour la petite histoire, une des problématiques que j'ai sur ce truc là, c'est que je dois faire appel à un bureau d'études pour savoir quelles sont ses préconisations. Et évidemment, le bureau d'études il a une décennale. Si tu appliques ces préconisations et que les préconisations ne fonctionnent pas, c'est sa décennale qui saute quoi. Donc le mec, une décennale qui saute sur un problème de structure, c'est l'intégralité du logement, ça coûte un bras quoi. Donc le mec, quand il te fait ses préconisations, il te plaint de la structure, mais un truc de frappadingue quoi.
La maison sur laquelle je suis en train de bosser, c'est une maison sur 2 niveaux qui fait 68 mètres carrés, une petite maison de ville, quoi, une petite OP toute simple. Le mec me met une dizaine de tirants. Des tirants, c'est les croix de Saint-André en fait, ça traverse la maison de part en part et tu vois des croix sur la façade. Il me met du chaînage. Alors le chaînage, quand on construit une maison, c'est des renforts en fait, c'est comme une armature. Là la maison elle est en mâche-fer, donc le mâche-fer pour information c'est quand il y avait des mines, quand il y avait des exploitations, qu'on bougeait de la terre, on se servait de ça, on comprimait, c'est un petit peu comme du pisé, sauf que c'est du mâche-fer en fait, mais c'est très granitique, c'est très friable. Et généralement les mecs quand ils font ces maisons, ils mettent pas d'armature. Donc le mec me colle 5 chaînages. Donc t'imagines, hein, on a 2 niveaux, plus les combles qui sont pas exploitables, donc c'est au niveau de la toiture, 5 putains de chaînages quoi. J'ai demandé ça à un maçon, le maçon de toute sa carrière, il doit avoir la quarantaine quoi, hein. Ça doit faire allez, au moins 20 ans qu'il bosse, de toute sa carrière il a jamais vu ça. Le mec me dit putain, j'ai un autre bureau d'études qui m'a dit là ce qui fait votre gars, il est peut-être en train d'alourdir la structure ce qui va provoquer d'autres problèmes. Bref, quand tu es marchand tu vas te traiter avec ce genre de problème là. Donc effectivement les structures bâtiments c'est un des problèmes qui se posent. Maintenant il faut bien étudier ça en amont parce que quand tu as des bureaux d'études comme ça qui interviennent, enfin là ce qui me met en préconisation c'est presque le prix de la maison quoi, tu vois. Donc dans des villes où c'est pas très cher, et là c'est le cas, la question se pose de tout démolir et de vendre le terrain à bâtir quoi. Alors après il faut se renseigner sur le PLU aussi parce que tu vas vendre un truc mais il faut savoir ce que tu vas vendre. Donc le PLU en 30 ans il a évolué, le terrain fait 12 mètres de large, si tu veux construire il faut que le bâti, les parties habitables soient à 4 mètres de retrait des limites de copropriété. Enfin, c'est des trucs, en gros le gars risque de construire une maison qui fait 4 mètres de large, donc non c'est pas possible non plus. Donc c'est des OP qui sont plus compliqués hein. On va pas se mentir, y a du risque. Maintenant le prix est attractif, c'est clair. Et quand tu vois le Fanda, effectivement il peut être considéré comme dangereux, mais en faisant un peu de maçonnerie, moi je la prends, hein. Je prends le risque en investisseur. Franchement ça se fait, hein. Il n'y a pas de quoi flipper hein. Mais tu risques de traiter avec ce genre de problème là en fait. Tu peux traiter avec des trucs. Alors ça j'ai jamais eu, je sais pas si ça se fait en marchand, mais j'ai commencé à me renseigner tout ce qui est des problèmes de locataires qui payent pas leur loyer, tu vois. Donc tu as le propriétaire qui en a marre, qui veut plus gérer le problème, il vend son truc au rabais. Toi marchand derrière, tu prends le projet, tu fais la banque, parce que c'est toi qui vas payer les mensualités, c'est toi qui vas payer l'huissier, et en gros t'attends quoi, t'attends que le locataire soit dégagé. C'est aussi un truc qui marche. Tu peux tomber sur les enchères. Les enchères, faut faire très attention. Beaucoup disent quand tu es marchand, tu peux faire des enchères. Oui, mais les enchères, c'est pas. Déjà, tu payes des frais d'avocat qui sont faramineux. Hein, à vérifier ce que je te dis, mais je crois que c'est aux alentours de 20%. Alors, le but, c'est de payer ton bien beaucoup moins cher aussi. Maintenant, les enchères, c'est un truc qui est aussi très connu des investisseurs. Donc, quand tu vas en marchant sur des problèmes comme ça, il faut y aller. Là où il y a peu de demande en fait, là où tu as de l'offre mais tu n'auras pas de concurrence. Et ça c'est des projets où qui sont merdiques en fait, c'est des projets de merde, mais quand tu es un marchand c'est ton lot hein, donc faut pas avoir peur de ça hein. Je pense notamment en lot de studios qui étaient à un prix, mais c'était 6 studios qui étaient à vendre, mais je crois que c'était 16 000 balles tu vois. Alors c'était pas dans une grande ville mais 16 000 balles, par contre tu rentrais, hein, oh là la catastrophe quoi. L'investisseur qui avait fait la rénovation, oh putain, alors il t'avait posé les compteurs, ça c'est bien. Maintenant, c'était sur 2 niveaux. Les solives du premier niveau étaient toutes pourries, donc tu avais eu un dégât des eaux. Les solives, c'est les poutres qui tiennent au plancher en fait. Hein. Elles étaient toutes pourries, donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses s'effondrer le premier niveau, tu fasses s'effondrer toutes les cloisons séparatives qui séparaient les appartements. Alors à noter que c'était pas des cloisons SAD, des cloisons SAD c'est des cloisons particulières qui anti-bruit, avec plusieurs pots, donc qui sont anti-feu, etc. Bref, donc il faut que tu fasses s'effondrer tout le premier niveau, que tu reposes des cloisons, donc là ça vaudrait le coup de poser des IPN, que tu fasses roll plancher,
et que tu fasses relais cloison. Donc derrière tu as du boulot. Quand tu attaques des projets comme ça, tu as une dommage ouvrage. Dommage ouvrage, il faut savoir que en marchand c'est 6000 balles. Les assurances elles se couvrent à mort. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une décennale, c'est une assurance qui est dédiée aux professionnels de l'immobilier et tu dois la prendre à chaque fois. Donc quand tu es un professionnel de l'immobilier, donc marchand c'est le cas, et tu dois la prendre à chaque fois que tu fais appel à des artisans qui ont une décennale. Donc la dommage ouvrage c'est pour quand tu bosses avec des gens qui ont une décennale. Ça coûte 6000 balles. Hein. Donc ça c'est des projets en investisseur. Franchement putain t'as moyen de dégager un cash flow. J'ai pas suivi le truc parce que j'avais pas assez de cash, j'avais pas assez de trésor. Mais franchement ça se fait bien quoi. Un petit projet comme ça. Alors il y avait 6 studios. Les studios devaient faire entre 20 et 30 mètres carrés. 25-27 mètres carrés. Donc c'est des petits studios hyper centres. Tu répares le problème, tu vends ça en studio. Tu le vends à 35 000 le studio et ça part comme des petits pains, une bouchée de pain. En travaux tu fais le minimum. Tu résous le problème du dégât des eaux, tu résous le problème du sol, des solives, et ça se fait bien quoi. Maintenant, marchand, il y a des trucs. Quand tu commences, t'es limité, hein, c'est clair. C'est pour ça que. Et t'es pas forcément limité par le budget hein, d'ailleurs, hein, parce que en marchand, t'as des moyens de décrocher des financements qui ne sont pas des financements bancaires. Hein. Tu as ce qu'on appelle des tours de table. Donc on parlait tout à l'heure des grosses OP dans les villes, des OP qui peuvent être à 7-8 millions. En général ils font pas de financement bancaire. Alors pourquoi, j'ai pas compris, j'en ai parlé avec un agent. Ils font des tours de table. Donc tu as des investisseurs qui se réunissent, qui sont souvent des marchands et qui se disent moi je suis prêt à mettre tant, le but c'est d'arriver à 7 millions et de financer le truc. J'ai commencé à m'intéresser aussi à ce genre de truc quand tu as pas mal de trésor. En général, apparemment, ça se finance entre 8 et 10 points. Ce qui dans la conjoncture actuelle est absolument exceptionnel. Mais c'est pareil quoi, il vaut mieux être le marchand, tu dégages plus de marge quoi, hein. C'est clair hein. Mais c'est toujours un truc qui est intéressant. Parce que quand tu as le financement et que tu as d'autres trucs à côté, ça peut te mettre le pied à l'étrier pour du marchand sur des villes plus petites quand tu connais pas le marché. Tu peux étudier les chiffres, étudier le projet. Il y a des trucs à faire hein. Voilà. Mais voilà, c'est toujours pareil quoi. Il faut connaître le boulot de marchand. Quand tu es investisseur et que tu finances un marchand mais que tu sais pas ce que le mec il fait, c'est toujours pareil quoi. Tu perds du contrôle et le contrôle c'est fondamental dans le business hein. Il y a un gros aléatoire avec la chance. On remet nos mains alors certains vont pas plaire ça va pas plaire ce que je veux dire, mais tu remets tes mains entre le destin, Dieu, ce que tu veux. Mais il faut quand même être intelligent et contrôler ton risque hein. L'argent vient à ceux qui ont de la chance, mais quand tu travailles, tu développes ta chance, c'est toujours pareil quoi. Donc pour revenir au sujet de départ, il faut bien bosser sur ce que tu veux faire au départ. Il faut bien bosser aussi sur ta stratégie, je dirais ta stratégie territoriale en fait. Est-ce que tu veux bosser uniquement dans la ville que tu connais? Et quand tu es investisseur ça peut suffire parce que des biens t'en as tout autour du ventre, tu peux pas acheter toute la ville en fait. Quand tu es marchand c'est pas pareil hein. Marchand tu cherches un prix déjà, tu es prêt à prendre des biens qui sont avec problème. Mais le truc c'est que les investisseurs dans les villes ils cherchent aussi des prix. Les vendeurs le savent, donc tu n'auras pas accès à ce genre de truc. À moins que tu cherches des ténements d'immeubles. Donc des ténements c'est des blocs de plusieurs immeubles. Là les investisseurs iront pas parce qu'il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de gestion de travaux. C'est quand tu as 2-3 immeubles à retaper à coût de 200 mètres carrés, ça te fait 600 mètres carrés. Les emmerdes sont pas du tout les mêmes que quand tu retapes un appartement hein. Ça faut en être conscient hein. Et c'est d'ailleurs là que ça vaut le coup de faire du marchand. Parce que tu as beaucoup moins de concurrence à l'achat. Et toi, en tant que marchand, tu as beaucoup plus intérêt à prendre ton billet et partir sur une autre OP plutôt qu'à te gérer des travaux pendant 1 ou 2 ans. Alors oui, on va te sortir le problème de la rente. Oui, effectivement, tu vas avoir de la rente. Oui, c'est la sacro-sainte rente. Oui, c'est vrai. Mais quand tu as déjà la rente pour vivre, quand tu as déjà ça en fait,
tu peux faire du cash en fait. Donc il vaut mieux partir sur des opérations de marchand, sur des trucs comme ça, parce que tu vas te générer du cash qui va te permettre de partir sur d'autres opérations. Tu n'auras pas les emmerdes des travaux, tu n'auras pas les emmerdes des locataires. Enfin, franchement, t'as clairement intérêt à partir sur des OP de marchand, sur des trucs comme ça, quoi, hein. Alors je dis ça, mais en même temps, c'est toujours bien de partir aussi sur de la rente, enfin faire du locatif avec des gros tènements comme ça, parce qu'après il y a quand tu veux, enfin si tu veux, il faut voir aussi les choses à long terme. Et quand tu veux faire d'autres boîtes comme moi, quand tu es ce qu'ils appellent un multipreneur, enfin moi ça me fait marrer quand j'entends ça, hein. Moi je préfère diversifier mes sources de revenus, entrepreneur, je sais pas, hein. Oui ça se fait, hein, mais enfin c'est toujours intéressant d'avoir un business sur lequel tu tiens, hein. Mais enfin pour revenir au truc, il faut avoir du locatif. Le locatif, parce que déjà ça peut te générer de la grosse rente, ce qui va te faire du patrimoine. Et si tu plombes une boîte, si tu as un truc qui va pas, tu peux éponger, quoi. Tu peux éponger. Alors tu vas me dire, tu peux toujours éponger avec du cash. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la même gestion du tout. Tu vois, si j'ai une boîte de marchand qui marche très bien, que j'ai beaucoup de cash, je vais m'en servir d'apport sur un projet. Si j'ai du locatif avec de la grosse renta qui tombe, des loyers, etc., je vais plus m'en servir pour éponger, tu vois. La gestion n'est pas du tout la même, hein. C'était toujours dans des problématiques de court terme contre long terme. Alors là, il y a une espèce de Ford avec un gyrophare qui vient de passer. Je sais pas si c'est les flics ou si c'est une ambulance. Enfin, bref. Il faut bien être conscient de ça, hein. Ça aussi, ça c'est un truc, ça mériterait de faire une vidéo dessus, hein. La gestion du cash court terme versus long terme. Parce que il y a des trucs que tu fais, d'autres trucs que tu fais pas. La gestion dont tu vas gérer ton cash, c'est super important en fait. Parce que des problèmes, par exemple des problèmes de cumulus, des problèmes sur des biens qui te rapportent du cash, sur de la rentabilité, moi ça me ferait franchement chier de régler ça avec un problème de capital, un problème de trésorerie, tu vois. Sous-entendu avec du cash qui est là et que je me sers pour alimenter d'autres projets. Je préfère gérer ça avec des intérêts qui sont déjà composés, avec de la rente, parce que je réduis pas mon capital, tu vois. Et j'ai même envie de te dire que si la rente ne suffit pas, je vais pas régler le problème avec du capital, hein. Je préfère vendre le bien. S'il faut mettre un bout de travaux avec le capital pour embellir le bien, dégager plus de cash, mais je vais pas régler un problème court terme avec une solution long terme, tu vois. Ça c'est un truc qui est fondamental dans l'immobilier, il faut bien le comprendre. Voilà. Donc pour revenir au marchand, un des trucs qui est fondamental, c'est ta stratégie, quoi. Ta stratégie. C'est un truc sur lequel il faut sérieusement se pencher avant d'ouvrir la boîte, avant de créer la structure de marchand, parce que moi je le vois, hein, j'ai créé la structure, je pensais que j'allais faire Youpi Youla le marchand, et je me rends compte qu'en fait c'est pas aussi simple, quoi. C'est pas aussi simple. J'ai un budget, j'ai une trésor, il faut que je fasse avec mes budgets. Alors là, l'OP que j'ai trouvé, c'est une OP que je fais sans financement, je fais tout sur fonds propres, ce qui est risqué, mais moins que si je faisais avec du levier. Mais il faut bien trouver le bon projet. Des fois il faut pas avoir peur de dire non. Alors il faut dire non intelligemment, c'est toujours pareil. Mais si tu trouves un gros projet qui est rentable, que tu peux pas faire, et ben soit tu peux faire ça sur une boîte de marchand, mais sur lequel tu auras pas d'impact, sur lequel tu couleras pas ta boîte de marchand, ta boîte principale. Soit tu peux servir d'apporteur d'affaires à un autre marchand, soit tu peux, un truc qui est pas mal, hein, c'est tu prends des parts sur l'opération, quoi, hein. Tu donnes, t'apportes l'OP au marchand sur un plateau, tu prends des parts dans l'OP, tu lui dis moi j'ai besoin d'un financement et de quelqu'un qui s'y connaisse, maintenant l'opérationnel je peux le faire,
Et le gars, faire 50-50, ça me paraît pas déconnant parce que lui va te servir de conseil et même ça fait cher pour toi. Lui va te servir de conseil, il va te servir de trésor. Ouais, non, 50-50 c'est bien en fait. 50 c'est peut-être même beaucoup parce que sur la trésor, faut voir. Enfin, c'est toujours pareil, faut voir comment vous allez gérer le risque, quoi. Mais ça se fait bien. Hein. J'ai pas fini ma nuit, je suis toujours en train de bailler. Ça se fait bien, hein, mais il faut faire ça intelligemment. Quand tu commences, t'as pas beaucoup de trésor, donc il faut faire ça. Il faut pas avoir peur de filer l'OP à un marchand tout en lui disant salut gars, je te file l'OP, par contre une condition sine qua non, c'est que sans forcément alors attends, parce que là voilà, sans forcément croquer dans la pomme, lui dire moi je vais apprendre parce que des OP comme ça ça peut retomber, il faut que je sache gérer le bébé. Ça aussi c'est un truc qui est super important, hein. Il faut toujours avoir une vision long terme, hein. Parce que l'apporteur d'affaires, tu dégages ton gras une fois, mais enfin c'est pas super intéressant non plus, quoi, hein. Sauf si tu veux réinvestir le cash dans de l'investissement, mais là tu as une vision court terme qui réaboutit sur du long terme. Donc ça c'est bien. Écoute, je suis bientôt arrivé à destination. Si la vidéo t'a plu, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je sais que ça peut paraître un peu brouillon comme ça, je suis pas très bien structuré, mais voilà, je te demande d'être un petit peu indulgent. C'est mes premiers podcasts, mes premières vidéos. Je fais ça un petit peu à l'arrache. Mais si je te délivre de la valeur, n'hésite pas à me le dire. Tu me dis Gigi, Jean-Jacques, tu m'as délivré de la valeur, peut-être que tu aurais pu travailler de telle manière. N'hésite pas non plus à mettre des commentaires. Alors si tu peux être constructif, c'est bien, parce que les commentaires débiles, oh j'aime pas le sujet, oh ça m'intéresse pas, c'est pas très constructif pour un mec qui t'apporte de la valeur gratuitement en plus. Je pense qu'en plus, quand tu écoutes ce genre de podcast, tu cherches à te sortir un petit peu de la mouise, tu cherches un petit peu à voir autre chose, tu cherches un petit peu à gagner de l'argent, à apporter de la valeur. Donc n'hésite pas à être constructif. N'hésite pas à payer ton like aussi, ça c'est super encourageant. Voilà, n'hésite pas à t'abonner. 22 minutes, je pense qu'on est bon. Voilà, je compte sur toi mon ami, hein. Les commentaires c'est important, les likes aussi. Allez, à plus.